Ce webinaire est dédié à l'emballage logistique. Hein, c'est des emballages plus invisibles pour le consommateur, mais qui peuvent vraiment améliorer sensiblement l'impact environnemental des produits emballés. C'est ce troisième webinaire sur lequel on est ravis de vous accueillir en cette rentrée. Hein. Comme vous le savez, on a eu des webinaires précédents qui étaient dédiés à l'emballage unique, à l'emballage réutilisable et puis également au vrac. Et aujourd'hui, donc, on est ravis de pouvoir échanger sur ces emballages plus invisibles, dits les emballages logistiques. Et pour cela, ravis d'accueillir donc Ulrich Parfin du groupe Raja, directeur achat et offre produits, et Édouard Chabrol, CEO de Cubin, autour de Fabrice Pelletier, notre expert en packaging. Donc, avant tout cela, je vais laisser Ulrich se présenter, également Édouard. Ulrich, je vous laisse le micro. Donc voilà, je suis le directeur des achats et de l'offre produit du groupe Raja, qui est le leader européen de la distribution d'emballages, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. Nous avons réalisé en 2022 un chiffre d'affaires d'1,7 milliard d'euros. Nous avons 2 millions de clients en Europe, de toute taille et de tout secteur d'activité. Nous proposons 250 000 produits disponibles sur stock. On va aujourd'hui beaucoup parler d'emballage naturellement, mais le groupe Raja commercialise aussi du mobilier de bureau, de la fourniture de bureau, de l'équipement et des produits d'hygiène entretien. Nous sommes implantés sur tout le territoire européen, possédons 15 centres de distribution pour être au plus près de nos clients et optimiser nos bilans transport et nos bilans carbone. On en reparlera aussi sans doute. Et puis, nous sommes 4500 collaboratrices et collaborateurs voilà, au service de la satisfaction de nos clients. Alors moi, je vais présenter Cubin. Je suis Édouard Chabrol et je dirige Cubin. Cubin, c'est on est les leaders dans une catégorie qui est le fulfillment pour les e-commerçants. Et les e-commerçants qui vendent en propre et qui vendent pour les marketplaces. Et sur des marketplaces, on a environ 300 clients, donc plutôt des PME, dont un tiers qui viennent de l'étranger et en dehors de l'Union. 110 collaborateurs à peu près de 3 millions de commandes traitées cette année. On est une startup qui est soutenue par des fonds de capital venture et on est très fiers de faire partie de la French Tech et de ce mouvement autour de la technologie. On est en forte croissance et je me réjouis aujourd'hui de parler aux côtés de Raja sur ces questions d'emballage et impact environnemental de l'emballage qui sont un sujet très important pour nous et pour nos clients. Alors, ce que je disais pour démarrer, c'est que quand on parle d'emballage et globalement, aussi bien les pouvoirs publics que les consommateurs, qui sont d'ailleurs des consommateurs élus, ces pouvoirs publics, on parle d'unité de vente et d'unité de consommation, c'est-à-dire de l'emballage primaire qui est en contact avec avec le contenu de l'emballage, des fois de l'emballage secondaire qui est souvent considéré comme un suremballage, mais on oublie complètement que pour arriver, ces emballages chez les consommateurs, ils n'arrivent pas avec leurs petites ailes. Ils sont la plupart du temps emballés dans des emballages d'expédition qui eux-mêmes sont regroupés sur des emballages de transport et des palettes. Et c'est un petit peu de ce sujet dont on voudrait parler, puisque c'est peut-être la partie invisible pour le consommateur et pourtant une partie invisible, mais qui, par ces films autour, ces palettes, ces cartons de regroupement, cet adhésif autour des cartons ou ces éléments de calage, a un impact environnemental certain et peut être sujet à un certain nombre de difficultés. Alors cet emballage, on le retrouve en amont, c'est-à-dire dans toutes les phases de logistique d'ailleurs usine de production jusque chez le distributeur, mais aussi on va le retrouver de plus en plus en aval dans de la vente à distance, de e-commerce ou de click and collect. Et c'est là que le consommateur finalement le découvre et l'assimile à un déchet de plus. Alors, pourquoi? Parce que
même si on le verra tout à l'heure, peut-être que ces excès, on les voit, en tout cas, on essaie de les chasser de moins en moins. Cette fameuse petite disquette ou petit élément dans un grand carton ou cet emballage qui est dans un grand carton avec un élément de calage pour arriver chez le consommateur. Mais il n'empêche que ça, selon une étude que nous a fournie Raja de Toluna, 73% des consommateurs trouvent que l'emballage de livraison n'est pas toujours complètement adapté. Donc, on pourrait dire en voyant ça, et d'ailleurs, on le voit pas mal dans les réseaux sociaux, que le e-commerce, la vente à distance, n'est pas un mode de commerce vertueux parce que on rajoute un emballage et pourtant, pas vraiment comme on le voit sur ce bilan carbone qui a été réalisé par Oliver Wyman. On voit que la vente à distance, les produits du e-commerce, en fait, sont moins impactants au niveau environnemental sur plusieurs choses. Déjà, sur ce qui peut paraître étonnant, sur le transport. Alors, pas le transport du premier kilomètre, enfin du dernier kilomètre à la livraison chez le consommateur, mais sur le transport, effectivement, du dernier kilomètre au point relais, on voit que c'est très, très, très faible et c'est surtout sur la partie consommation d'énergie immobilier qu'on a un gain. Et on voit aussi, évidemment, on le voit, mais qui arrive sur cette analyse, qui arrive dans une position, si on prend le transport et qu'on associe les deux phases de transport, qui arrive en quatrième position, c'est l'impact de cet emballage supplémentaire. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de mesurer tous ces impacts pour remettre un peu l'église au centre du village. Et j'ai envie de poser la première question à Édouard. Bonjour Édouard, malgré tous ces soucis, on va pouvoir se parler. Avez-vous, de votre côté, est-ce que vous partagez, avez-vous mesuré votre impact environnemental de vos solutions? Est-ce que vous partagez un petit peu ce ranking de l'impact environnemental de l'emballage sur votre business? Alors, oui, complètement. D'abord, c'est une préoccupation des consommateurs et de nos clients. Et donc, en fait, nous, en tant que logisticiens et commissionnaires de transport, on maîtrise la chaîne logistique, mais donc la chaîne logistique entrepôt, mais aussi les opérations d'entrepôt, mais aussi les opérations de transport. Donc, en fait, ce qu'on a fait, puisqu'on est soucieux de ça, c'est que nous avons en fait mesuré les impacts carbone, émissions carbone des différentes parties de nos opérations. Donc, effectivement, le transport, c'est ce qui correspond en fait à la majorité des émissions, mais en fait, ce qu'on regarde, c'est que les emballages, c'est la deuxième poche, hein, et c'est une poche sur laquelle on est en contrôle. Juste pour l'audience, il faut comprendre qu'un colis moyen envoyé sur Internet en e-commerce, c'est à peu près 800 grammes d'émissions carbone, à peu près. Hein, certaines entreprises performent mieux que d'autres, j'ai envie de dire. Et en fait, les emballages, c'est à peu près presque 20% de ça, quoi, hein, et en émissions. Et c'est en tant que logisticien, c'est vraiment là où on a du contrôle. Donc voilà. Après, quand on regarde les emballages, donc ça, c'est une étude qu'on avait commissionnée auprès d'un cabinet qui s'appelle Magellan, qui est assez pointu sur les questions de mesure d'émissions en logistique, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc ensuite, après, on a regardé un peu quelles étaient disons les sources d'émissions donc chez nous. Donc là, c'est vraiment des datas d'entreprise, hein. Carton recyclé, carton, le plastique, évidemment, le papier craft et le papier. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux leviers qui commencent à émerger. C'est la quantité d'emballage, d'un côté, utilisé, et on parlera après des leviers, hein, qu'on a, et deux, le type d'emballage, enfin le type de matériaux qu'on utilise. Donc, et là, je pense qu'on a bien bossé avec Raja, entre autres, hein, pour pouvoir optimiser ça. Bon, voilà. C'est des datas d'entreprise. Encore une fois, je pense que
nous, en tant que jeune entreprise, on est très soucieux de ce type d'impact. Nos clients le sont aussi et je pense que moi, j'engage en tout cas toutes les personnes qui nous écoutent de faire ce type de mesures qui sont vraiment ultra utiles. Je vais juste en profiter pour saluer le travail de Cubine, parce que les slides que vous avez montrés, Edouard, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a un gros travail d'identification, de data et de véracité de data. Donc, chapeau, vraiment super boulot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que l'optimisation d'un bilan carbone et que la RSE, au sens plus large encore, dépend aussi de l'engagement de son dirigeant. Et vous êtes le patron de Cubine et on entend bien dans vos propos, vous êtes convaincu, c'est-à-dire de la démarche, pas simplement dans l'intérêt propre de votre entreprise, mais vous êtes convaincu tout simplement, ça s'entend. Troisièmement, par rapport à ce que vous dites, c'est, et je vous remercie de citer Raja, c'est un travail collaboratif en fait. C'est-à-dire que la RSE, c'est du travail en commun. Et c'est ce qu'on essaye tous de faire, on essaye tous de trouver des solutions. C'est encore une matière assez neuve, assez jeune. On teste, on essaye. Parfois, on n'y arrive pas, ou en tout cas pas totalement. Mais en effet, des fabricants, des usines, en passant par les distributeurs, les logisticiens, jusqu'au client final, qui derrière, nous tous, devons recycler, voire réutiliser. Voilà, c'est un travail collectif. Donc, c'est de l'amélioration continue collective. C'est les remarques qui me viennent après Je pense, votre présentation. Loïc, vous avez complètement raison. En fait, nous, donc on a abandonné le concept de RSE. En fait, on a fait de l'impact environnemental en fait une mission d'entreprise. Donc, c'est une de nos 2 missions. La première mission, c'est que ce soit sympa de travailler en entrepôt, c'est possible. Et la deuxième mission, c'est qu'on a un impact positif sur l'environnement en tant qu'entreprise. Et donc, nous, on n'a plus le concept de RSE, c'est qu'on a ces objectifs environnementaux qui sont inscrits dans nos objectifs d'entreprise, qu'on renouvelle tous les trimestres, qu'on mesure et sur lequel on estime nos succès, quoi. Oui, oui. Et, Oui. et là, vous disiez travail collaboratif, ouais, c'est clair, parce qu'en fait, on n'est pas producteur d'emballage nous-mêmes, on n'est pas distributeur d'emballage, et il s'agit de trouver les bonnes innovations. Et parfois, c'est des choses qui sont extrêmement pratiques, extrêmement terre à terre, hein. Une amélioration d'un poste de packing, une amélioration des algorithmes de recommandation. Donc, les leviers d'optimisation, effectivement, on a mesuré, et c'est vrai que dans la préparation de ce webinaire, cette mesure n'a pas été faite aussi uniquement pour savoir où on était, mais aussi on voit que ce travail qu'a fait Cubine et le travail que fait Raja vous amène à des leviers d'optimisation. Et j'aimerais, Édouard, que vous puissiez présenter les leviers d'optimisation. On va voir assez rapidement qu'ils correspondent avec la stratégie des R de Raja. Alors, quels sont les leviers d'optimisation que vous avez identifiés prioritairement? Donc, je pense que le principal levier, d'abord, c'est de se donner des objectifs, de bien mesurer, de se donner des objectifs. Donc, ça, c'est le rôle des diagnostics tels que on a pu vous le partager, on partage à l'audience là maintenant. Donc ça, c'est vraiment la première étape, hein. Et se dire que c'est important et qu'on va tous exécuter dessus en tant qu'entreprise. Je pense qu'il y a un deuxième point qu'il faut dire, je pense, c'est que l'impact environnemental, c'est pas des choses compliquées, c'est des choses qui sont très simples en fait. C'est l'attitude des collaborateurs, c'est le comportement au jour le jour, c'est des choses aussi simples que prendre moins de Uber, prendre plus les transports en commun. Donc il y a tout un mouvement qu'on peut créer là-dessus et sur lequel nous, si vous nous suivez sur LinkedIn par exemple, on publie assez régulièrement. Voilà. Après maintenant, si on va vraiment sur cette poche emballage, en fait, disons la première bonne pratique, c'est que donc nous, on est logisticien, commissaire de transport, on organise les flux logistiques pour nos clients en délégation et les flux de transport pour eux aussi en délégation. Donc on est vraiment maître de cette chaîne logistique. Et le premier point, c'est de faire en sorte que nos employés puissent travailler avec les bons outils, hein, et les aider surtout à prendre les bonnes décisions quand ils travaillent pour un client. Donc nous, on est très orienté technologie et données, en l'occurrence. Donc là, ce que vous voyez, c'est une copie d'écran, enfin une petite photo d'un de nos écrans qui est utilisé par nos opérateurs en packing. Donc en fait, on a un logiciel qui nous dit en fonction de la commande
qui tombe, en fonction de ce que l'opérateur doit faire, il y a une recommandation du type d'emballage qui est faite. Si le packer, donc l'opérateur, pense que la recommandation n'est pas bonne, il peut toujours faire un override, il peut toujours aller contre la recommandation parce qu'il pense que c'est bien et c'est pour les valeurs de l'entreprise. Mais la vérité, c'est que le système est quand même a le plus souvent raison. Hein. Donc ça veut dire concrètement, une commande qui arrive qui est très plate ou qui est très légère n'a pas forcément et qui n'est pas forcément fragile. Typiquement, c'est des critères qui sont pris en compte dans nos logiciels. On n'a pas forcément besoin de mettre un carton. Hein. Un emballage en enveloppe fonctionne plutôt assez bien. Je pense qu'après, Ulrich va montrer un peu des trucs aussi pour optimiser la taille des emballages et aussi disons les facteurs de remplissage des emballages. C'est-à-dire qu'en fait, un packer qui est un peu expérimenté et à qui on a appris, il va réduire la taille de son carton pour éviter de mettre un peu moins de matière dedans, de matière bloquante, quoi. Et ça, Raja, en l'occurrence, c'est un bon produit là-dessus qu'on a pas mal expérimenté, qui est assez bon. Donc voilà, c'est très concret. C'est d'abord avoir un logiciel qui fait des bonnes recommandations pour les packers. Et après, le deuxième point est vraiment autour des taux de vide. Hein. C'est là où on se mesure. Donc actuellement, je pense que l'audience est sensibilisée par le fait que voilà, quand on est consommateur, quand on reçoit un colis, souvent il y a quand même beaucoup de vide et beaucoup de papier craft pour un produit qui est relativement petit. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est là où il y a le plus de levier. Donc réduire la taille des emballages, donc avec des bonnes recommandations, pour avoir des taux de vide qui, donc quand j'ai commencé avec Cubin, donc il y a 18 mois, quand j'ai repris l'entreprise, on était à peu près à 60%, presque 70% de taux de vide, hein, ce qui est tout à fait dans la moyenne de marché. Mauvaise moyenne, mais c'est quand même ça la pratique. Donc actuellement, on est plutôt vers 50% et en fait, on vise 40% pour ce trimestre aussi. Et on va continuer à s'améliorer. Voilà. Après, on s'adapte aux clients. Pour les produits fragiles, il faut parfois aussi un peu plus de vide, un petit peu plus de rembourrage. Mais en fait, comme pour beaucoup de produits, on s'en sort très bien avec des produits de type enveloppe rembourrée, enveloppe craft. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très pratiques et qui fonctionnent finalement très bien de ce point de vue-là. Donc là, les taux de vide, c'est un point qui est important et nous, on se mesure là-dessus. Hein. Donc, on a un objectif trimestriel sur lequel on se mesure et si ça marche pas bien, en fait, Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. De nouveau, j'abonde complètement dans ce qu'a dit Édouard, à deux niveaux. Le premier, c'est la fixation d'objectifs, parce que c'est la seule façon de progresser. Sinon, on est dans l'incantation, on ne mesure rien et on ne progresse pas. Donc, 1000 fois d'accord. Idem sur la simplification, enfin sur la simplicité des solutions à mettre en œuvre. La réduction d'un bilan carbone, ça peut faire peur, mais ça passe en effet par des solutions très simples qui permettent à chacun de s'approprier l'effort. Et j'aime beaucoup, lorsque vous avez dit, Édouard, la liberté que vous laissez à vos collaborateurs de pouvoir corriger, lorsque c'est nécessaire, la préconisation de l'outil. Parce qu'on est complètement dans cette démarche justement d'appropriation par nos collaborateurs, par nous tous, de l'optimisation du bilan carbone. Donc c'est vraiment super. Alors nous, à notre niveau, on propose beaucoup de solutions en effet. Une solution toute simple pour optimiser le poids-volume, c'est déjà de commencer par faire en sorte d'acheter et d'utiliser des caisses américaines, des cartons, dont la taille est adaptée à la dimension des produits que l'on a expédiés. Alors ça paraît tout bête, mais ça commence par ça. Ça a plein d'avantages. Ça permet de diminuer la quantité d'emballage que l'on utilise, bien sûr. Ça permet de réduire le vide, tel que l'évoquait Édouard. Ça permet de mieux protéger les produits parce que un carton, vous savez, c'est constitué d'une cannelure. Et donc, lorsque le produit expédié est à proximité de la cannelure, il y a une absorption des chocs qui est maximale. Voilà. Ouais, on ne voit plus ma slide, ça ne doit pas être simple. Voilà, c'est bon, merci. Et puis, ça permet de réduire ses coûts, à la fois le coût du poste de l'emballage, mais également dans la facturation poids-volume qui est mise en œuvre par les transporteurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est de ne pas hésiter à utiliser des caisses dont le format soit vraiment adapté aux produits et à tout type de produits, même si ceux-ci sont de forme plate, de forme longue, ou large, etc. C'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle on a développé 1200 formats de caisses, vraiment pour permettre à chacun d'utiliser l'emballage adapté. Ensuite, là aussi, je paraphrase Édouard, c'est plutôt bon signe, mais c'est le fait de remplacer les caisses par les pochettes.
parce qu'une pochette, c'est très protecteur, ça remplit bien sa fonction, et puis ça a également un avantage qui est que ça offre la garantie d'une livraison en boîte aux lettres du premier coup. Ça paraît bête, mais parfois, le postier fait un retour à l'envoyeur ou le livreur parce que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Bah, la pochette, elle est faite pour ça, et ça aussi, c'est de l'optimisation de bilan carbone, ça évite des allers-retours, ça évite accessoirement des retards, voire de l'énervement lorsqu'on attend son colis. Et puis, ça peut être aussi d'utiliser des boîtes à hauteur variable, là aussi, pour réduire la quantité de références que l'on achète, gagner de la place. La question de la place, c'est fondamental dans l'optimisation d'un bilan carbone, et de bien coller à ses besoins. Voilà, c'est très basique ce que je dis, mais je pense qu'il est important de bien étudier ses besoins pour commencer par choisir son emballage primaire d'expédition de la sorte. Voilà, alors, autre pratique, évidemment, c'est d'utiliser des emballages qui sont intrinsèquement éco-responsables. Il y a un mouvement que l'on connaît bien tous maintenant, un mouvement de remplacement du plastique vers des matières plus vertueuses, et c'est vrai qu'on a développé beaucoup ces dernières années des alternatives en papier-carton aux emballages plastiques que l'on connaît tous. L'exemple le plus symptomatique, à mon sens, emblématique, c'est le papier bulle en papier carton qui est recyclé, recyclable, fabriqué au plus proche de nos entrepôts et qui permet d'optimiser son bilan carbone. Voilà, d'autres exemples, les pochettes papier bulle, pochettes matelassées papier. Et ce que je voulais souligner avec cette slide, c'était que en fait, l'éco-responsabilité peut s'exprimer dans tous les secteurs d'activité. Ici, vous avez des emballages qui servent à l'expédition, des emballages qui servent à la palettisation, des emballages comme le calage isotherme papier qui servent à des besoins bien particuliers comme le cold chain. Hein. C'est la slide d'avant, s'il te plaît, Fabrice. Tac, ouais, merci, c'est l'emballage en haut à droite qui a vocation à base de papier à remplacer les emballages aluminisés, multimatériaux qui ne sont pas du tout recyclables. Et là aussi, je rejoins ce que disait Édouard, c'est tout simple, c'est juste se rappeler que l'air, c'est la meilleure barrière isotherme qui existe en fait. Et donc, ce n'est pas la peine d'empiler les couches de matière et de gâcher et de générer des déchets. Voilà. Et puis, un autre élément que je voulais souligner là-dessus, c'est la cohérence de la solution. Si on veut être éco-responsable, et on voit encore ça, il est dommage parfois d'utiliser du calage plastique alors qu'on a fait l'effort d'utiliser un adhésif en papier qui rend la caisse totalement recyclable, mais on ne va pas au bout de la démarche. Donc, il y a une question de cohérence également dans l'approche. Voilà, ce qui est très important pour faciliter l'acte de tri et l'acte de recyclage. Là, vous avez d'autres exemples, toujours pareil, pour illustrer. Ce que je voulais dire également, c'est que via ces quelques exemples, c'est que l'éco-responsabilité, c'est une matière, quelque chose qui est en mouvement perpétuel. On n'a pas trouvé encore des solutions pour tout. C'est notamment le cas du film étirable. On a développé un papier étirable de palettisation, mais dans bien des cas, techniquement, ça ne répond pas forcément à la vocation. C'est le slide d'avant, s'il te plaît, Fabrice. Ça ne répond pas forcément, merci, aux besoins de protection et de stabilisation des charges. Je rappelle juste aussi que la vocation première de l'emballage, c'est de protéger les marchandises et d'éviter de générer des déchets. Donc, bien utiliser l'emballage c'est éco-responsable. Mais voilà, donc on travaille également, lorsqu'on n'a pas d'autre choix, au développement d'emballages en plastique utilisant des matières recyclées, utilisant des plastiques qui sont effectivement recyclables, des emballages monomatériaux, etc. etc. Voilà. Et ça, l'objectif, c'est de faciliter, encore une fois,
le tri des consommateurs lorsqu'ils se retrouvent avec leur emballage ou des entreprises et le travail dans les centres de tri. Je suis désolé, Ulrich, la technique est tellement chaotique là, aujourd'hui que c'était même pas moi qui passais les slides. Donc, donc j'essaie d'allumer mon micro, de prendre pour intervenir avec vous, mais c'est très compliqué. C'est pas grave, est-ce que je peux juste rajouter un truc sur le propos d'Ulrich? En fait, il y a un peu un espèce de doute qui peut se créer du côté de l'entreprise utilisatrice de ce type de nouvelles matières ou de nouveaux produits autour de, la qualité, 2, les coûts. Hein. Et en fait, nous, l'expérience montre, donc nous, on a fait un premier plan sans plastique. Donc nous, on opère sans plastique. Il n'y a plus de plastique dans l'entrepôt, il n'y a plus de plastique dans les emballages. On l'utilise plus. Tout le scotch et craft, grâce aussi au travail qu'on fait ensemble. Et donc, ça n'a pas, en aucun cas, ça a détérioré notre qualité. On peut y avoir l'impression que oui, un rembourrage plastique, ce sera plus stable, ce sera plus fiable, on aura moins de casse, etc. Ce n'est pas le cas. Nos stats et nos données montrent que ce n'est pas le cas. Hein, et qu'un packer qui fait bien son travail, qui est bien formé, avec du rembourrage craft, aura le même niveau de qualité qu'avec du rembourrage plastique. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Et après, en termes de coût, je pense que l'objection qui est oui, mais c'est un gimmick pour que les acheteurs dépensent plus, c'est pas vrai. Je m'engage pas en l'occurrence pour Raja, je connais bien moi mes pratiques d'achat, mais nous en l'occurrence, on a tout à fait nos coûts qui sont sous contrôle et qui nous permettent de fait d'innover tout en restant efficient et compétitif d'un point de vue économique. Hein. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas une incitation à consommer plus, ce qu'on fait. Oui, je suis complètement d'accord. J'abonde là aussi sur vos 2 points. Le premier, c'est que il faut faire des tests en fait. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on fait évoluer, c'est tellement important l'emballage dans la chaîne d'expédition. Un emballage mal choisi, ça peut générer tellement de coûts associés, d'insatisfaction client, etc. Il faut tester. Mais en effet, les alternatives, et là, moi je parle pour la société pour laquelle je travaille, Raja, on passe beaucoup de temps à tester, à s'envoyer des colis, à tester dans nos propres entrepôts la résistance technique de nos emballages éco-responsables. Ça, c'est le premier point. Et en effet, en termes de coût, même principe. C'est vrai que les nouvelles solutions, l'innovation a un coût et clairement, souvent, les nouvelles solutions n'ont pas encore atteint un seuil de rentabilité économique, un flot industriel qui leur permet d'être dans l'absolu aussi compétitifs que les emballages en plastique qui sont rodés depuis des dizaines d'années. Néanmoins, en étudiant précisément son besoin, on arrive en effet à ne pas générer plus. C'est même davantage l'emballage, et notamment dans le e-commerce, est intrinsèquement lié à l'image de marque de la société expéditrice. Et je pense que l'emballage bien choisi crée de la valeur. C'est-à-dire ça ne coûte pas, ça rapporte. Ça rapporte en termes de perception client, ça rapporte en termes de valorisation d'image de marque, de différenciation, etc. etc. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, on va passer. Normalement, on avait prévu une question, mais à ce moment-là, donc je propose qu'on fasse les réponses aux questions à la fin du webinaire. On va passer à la deuxième partie que j'avais effectivement prévue. Donc, chez Raja, effectivement, vous avez un cahier de bonnes pratiques. En fait, on ne parle pas des 3 R, mais on parle de 5 R. Donc, on a parlé du R de réduire le poids, le volume des emballages. On a parlé du R de remplacer certains matériaux pour des matériaux plus, entre guillemets, éco-responsables. Bon, on sait que chez Cubine, il n'y a plus de plastique et que Raja fait de plus en plus de solutions monomatériaux issues de ressources renouvelables, donc le R de renouvelable qui est ce 3e R. Et puis, on sait aussi, on a vu que vous utilisiez énormément de matières, donc que vos solutions sont donc recyclables monomatériaux, mais que vous utilisez, vous réintégrez un maximum de matières recyclées. Il y a un R dont on n'a pas parlé et qui est votre deuxième bonne pratique, c'est le R de réutiliser autant que possible les emballages. Et là, je sais que chez Cubine, Édouard, c'est une pratique que vous essayez de mettre en place. Donc, lors de la préparation, on a dit que ça se faisait plus ce que je montrais au début du webinaire
disons, dans la partie amont, c'est-à-dire dans la partie B2B avec vos fournisseurs. Vous m'avez dit aussi lors de la préparation que vous n'aviez pas encore totalement craqué la partie de aval, alors que des solutions existent. On va en parler tout à l'heure. Donc, vous en êtes tous sur le réemploi et quel est votre souhait chez Cubine? Alors ça, je crois que c'est des photos de chez moi qui sont, sur la slide. Donc effectivement, elles montrent, en fait, une politique qu'on a qui est de pouvoir réutiliser du carton s'il est en bon état. Donc on a en fait un petit atelier, hein, qui fait le tri, un process qui nous permet de dire, on réutilise pas. Donc ça c'est un peu c'est une chose qu'on a mis en place. Mais après, je pense que, il y a effectivement une tendance autour de l'emballage réutilisable. Je pense que pour nous tous qui sommes familiers avec les entrepôts logistiques, je pense qu'on est tous parfois effarés avec, les déchets de bois, palettes typiquement, déchets, plastiques, quand on l'utilise, déchets, papier, carton, enfin c'est quand même une partie importante de notre vie et de notre travail et des volumes, par ailleurs qu'on peut voir. Là-dessus, je pense que il y a une réflexion qui est peut-être un peu plus anticipatrice et finalement, qui certainement aura un impact, pour changer le monde, au-delà de ce qu'on a évoqué auparavant avec, les taux de vide et cetera. C'est effectivement, c'est essayer de réutiliser, des, produits, des contenants qui nous sont donnés. Donc là, je pense que Fabrice, vous avez mis un exemple avec Chat Palette, ça c'est un bon exemple en l'occurrence, d'un réseau commercial de, mise à disposition, collecte, réutilisation de palettes. Ça c'est, donc certaines marques l'utilisent beaucoup, nous on essaie de aussi. Heu Et et on a d'ailleurs, Edouard, des solutions. Je sais que j'ai vu sur LinkedIn, mais des solutions de livraison amont et aval, d'ailleurs, avec IFCO, avec Pandobac. ouais. Ce sont vraiment des choses. On verra aussi avec aussi les pochettes Ipli, par exemple, des choses qui sont en train de se développer sur leur emploi, et je pense que c'est effectivement quelque chose, la réutilisation des emballages, mais c'est aussi quelque chose, c'est intéressant d'avoir mis d'avoir parlé de cette palette, parce que c'est quelque chose aussi qui, pour que ça soit efficient, et ça, je voudrais vous entendre tous les 2 là-dessus, doit nous amener quand même à une certaine standardisation la palette, elle est standardisée, et pour qu'elle soit optimisée, on doit mettre je parle toujours d'isomodules, des éléments isomodules à la palette, et est-ce qu'on ne doit pas aller, massivement vers une standardisation des formats, aussi bien amont, c'est-à-dire, emballage primaire, que jusqu'à emballage secondaire, justement pour éliminer cette eau de vie, pour optimiser au maximum. Qu'est-ce que vous me diriez là-dessus tous les deux? Euh, peut-être, je ne sais pas, Ulrich, la standardisation. Bah, oui, la standardisation, en effet, standardisation des emballages, standardisation des pratiques, mise en place de modèles ou de boucles, évidemment. Je pense que ça, c'est vertueux. Après, il faut être concret, il faut être pragmatique. Ça se heurte quand même à l'extrême variété des produits que l'on a expédiés. Et c'est là où, je dirais, la mise en place de ces pratiques se heurte un peu à la réalité. Voilà, expédier des fleurs ne correspond pas aux mêmes besoins qu'expédier des réfrigérateurs ou des machines-outils. Voilà, et bon, pour autant, tout ça, ça peut se mettre sur une palette. Donc, il faut rester quand même ancré dans le réel, au risque, pour le coup, de perdre du temps, de perdre de l'argent, voire de mettre en place des solutions qui sont encore pires que celles d'origine. C'est un peu la. Voilà, ça, mais ça, on le sait tous. Mais dans le business de Cubine, parce que vous savez ce que vous envoyez, hein, c'est des contrats avec vos clients qui sont des distributeurs. Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a une possibilité de standardisation? D'abord, je fais écho à ce que dit Loïc, c'est qu'en fait, tous les flux ne sont pas standardisables, pour commencer. Après, nous, disons, on a des procédés qui sont spécialisés par type de flux. Donc en fait, on atteint une standardisation de fait, même si elle est différenciée. Nous, ce qu'on a expérimenté, donc on est très automatisé, hein, chez Cubine, donc beaucoup de robots autonomes,
qui travaillent sur des contenants qui sont de fait standardisés. Donc en fait, on a déjà un stockage dans des contenants qui sont standardisés. En l'occurrence, c'est des boîtes plastiques 40-40-60 dans lequel j'ai une très large partie de mes flux qui sont traités. Donc ça change pas mal de choses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces contenants, c'est les contenants d'ailleurs que par ailleurs on peut trouver dans le commerce et auprès de distributeurs comme Arja, hein. Et ensuite, ces contenants, ce qui est intéressant, c'est que certains de mes clients, donc qui acheminent leurs produits, donc de leurs unités de production vers chez nous, notamment en Europe, m'ont demandé en fait d'utiliser ces contenants uniques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on utilise toujours la palette, c'est tout à fait palettisable comme contenant. Et en fait, ça facilite énormément les opérations de réception, pour commencer. Et deux, ça permet d'avoir une unité en fait du contenant, du producteur, jusqu'à la gestion de l'inventaire délégué. Et dernier point, ce qu'on a expérimenté, mais alors là, sur le coup, sur des volumes qui sont bien moindres, et c'est une expérimentation, c'est utiliser ces contenants, donc toujours ces mêmes boîtes, avec des messageries alternatives, décarbonées. Donc on a fait des livraisons à Paris-Marseille. Donc là, sur des petits volumes, ce que je vois, c'est que certaines de ces messageries qui utilisent ces crates, donc en plastique, de plus en plus, c'est adopté. Voilà. Et donc, moi, je suis assez vigilant à construire les effets réseau là-dessus parce que je pense que ça peut avoir un impact consommateur qui est important. Mais après, pour faire le point d'Ulrich, ce ne sera pas forcément sur la totalité des flux, ce sera incrémental. Mais je pense que chaque incrément est bon pour l'environnement et on sort d'un été où on est tous sensibilisés à ce sujet, je pense, maintenant. Mais Eric, je te laisse un peu Ulrich, oui, Ulrich a justement encore une fois, donc dans ce R de réemploi, évidemment des solutions. Alors quand Ulrich m'a passé ce slide, j'ai failli m'étouffer et je lui ai dit, «Ah, mais pourquoi tu mets, pourquoi tu mets un petit sachet zip dans le petit sachet zip en plastique dans le réemploi? Autant je comprenais bien les gros containers, etc. Et en fait, il y a deux types il y a le réemploi et il y a la réutilisation. Et là, Ulrich, tu reprendras ton explication, mais qui était de me dire oui, mais il y a réutilisation par le fait qu'il y a un zip. Oui, c'est la question de la durabilité des emballages finalement. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'évolution d'un modèle qui va de l'usage unique vers le réutilisable et qui va bien au-delà de l'emballage, bien sûr. Pour illustrer les propos d'Édouard, vous avez sur la ligne du haut les deux produits du milieu, les containers Norme Europe en plastique avec ou sans couvercle et les bacs navettes qui permettent en effet sur des formats, vous avez raison, c'est du 40-60, hein, c'est des formats standards palettisables en fond, de pouvoir expédier de la marchandise et tout en gardant un contenant qui est solide. Sont la plupart du temps d'ailleurs des contenants fabriqués en polypropylène rigide et qui en fin de vie, mais enfin ça tient très 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 longtemps, mais qui en fin de vie peuvent être recyclés. Donc ça c'est un premier exemple. L'autre exemple pour continuer à aller un peu plus loin dans ce dont vous parliez à propos des palettes, bah, c'est l'utilisation des palettes qui sont réutilisables. On a actuellement un très fort afflux de demandes sur les palettes en bois moulé, par exemple, qui ont plusieurs avantages. Je rentre un peu dans le détail, mais tout ce qu'on fait est une succession de détails, donc il faut les avoir en tête. Mais les palettes moulées ont l'avantage, c'est le produit sur la ligne du bas, d'être empilable. Et donc, finalement, lorsque vous les expédiez, lorsque vous les récupérez en retour, bah, vous avez des piles de dizaines de palettes qui permettent d'optimiser le transport et donc de réduire le bilan carbone. Elles sont de surcroît fabriquées à partir de produits monomatériaux, c'est du bois, donc c'est éco-responsable. Vous avez ce qui se développe beaucoup aussi, c'est le principe de la palettisation temporaire, c'est-à-dire que pour réduire les déchets dont parlait Édouard tout à l'heure, eh bien, il est parfois plus pratique d'utiliser des systèmes de sangles réutilisables. Alors ça, parce qu'on fait beaucoup de palettisation en entrepôt pour naviguer d'un point A à un point B. Bon, bah, une sangle bien utilisée et donc avec des collaborateurs bien formés, il faut faire attention. Mais ça peut tout à fait répondre à l'usage. Vous avez l'exemple des chariots aussi. On connaît tous ces chariots qui sont utilisés par la grande distribution, notamment alimentaire. On en voit parfois quand on va faire ses courses d'ailleurs. Ils l'utilisent pour remplir les rayons. Bon, bah, ça permet aussi là
de faire évoluer sa consommation d'emballage et d'aller dans le sens de plus de réutilisables. Et enfin, pour répondre à ta question, Fabrice, oui, j'ai mis l'exemple des sachets Zip sciemment parce que j'ai été marqué par l'utilisation. Voilà, par l'utilisation. Fabrice, je crois que ton micro sera allumé, ça fait des coups. Merci. J'ai été frappé par l'utilisation de certains de nos clients qui utilisent ces sachets Zip pour stocker leurs pièces détachées, pour faire de la réparation de machines, de chaudières, etc. Et donc, ce sont par essence des emballages qui sont réutilisables. On peut les fermer, on peut les rouvrir indéfiniment. Mais là aussi, on a poussé le bouchon un peu plus loin, si vous me permettez l'expression, en optimisant l'épaisseur des plastiques et en faisant en sorte que ces plastiques soient recyclables et recyclés pour là aussi les valoriser lorsqu'on arrive à la fin de vie. Donc, je pense qu'en fait, il faut être assez ouvert et dans les différentes solutions. Il n'y a pas une solution qui s'impose par rapport à une autre. C'est bien comprendre ses besoins et essayer, dans la multiplicité des solutions qui s'offrent à nous, de choisir la meilleure. Voilà. Donc, c'est corrélé, là aussi, c'est ce que disait Édouard, à un flux, c'est corrélé à des types de produits, c'est corrélé à une durée d'expédition, etc., etc. Voilà pour, alors, il y a aussi on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît, cette réponse aussi à Édouard, comment craquer, bon, ce n'est pas encore craquer, mais des solutions naissantes d'emballage réutilisable, au moins, alors une, voire plusieurs fois sur les pochettes d'expédition du dernier kilomètre. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées. Oui, on s'est rendu compte que la question des retours. Merci. La question des retours était très importante pour les e-commerçants et nos clients nous disaient qu'ils recevaient souvent des retours clients, consommateurs endommagés et impropres à la revente parce que le consommateur final avait utilisé un emballage de fortune pour renvoyer le produit qui ne lui plaisait pas, produit textile ou autre. Et donc on s'est dit, bah, c'est tout simple, en rajoutant une seconde bande adhésive à nos pochettes ou à nos caisses, on laisse la possibilité au client d'exercer son droit à l'erreur et de renvoyer en bon état la paire de chaussures qui ne lui convient pas. Ça permet de doubler la durée d'utilisation de l'emballage tout en ayant un surcoût minime. Voilà, c'est tout simple. Ça également, et voyez, ça illustre également la vocation de l'emballage, la vocation commerciale de l'emballage. Parce qu'offrir à son client le droit à l'erreur via une solution qui a été pensée, bah, ça lui évite de s'embêter à trouver un emballage de fortune, un adhésif, etc. Voilà, on rend les choses plus simples. Donc, c'est un exemple qui paraît tout bête, mais qui facilite la vie des consommateurs et des e-commerçants et des logisticiens de manière générale. Alors, on rend les choses plus simples si on peut passer au slide suivant et aussi on essaie de les rendre attractifs sans les peut-être il y a un juste équilibre là aussi, un juste emballage entre ce que l'on voit, ce que vous proposez, Raja, et ce que des fois on peut voir comme presque gabegie. Il y a quand même des livraisons d'emballage, ça fait un emballage de e-commerce ça fait rêver, quoi. Enfin, ça fait rêver en termes de grand délire de quantité d'emballage, mais tout ça ne doit pas se faire au détriment de l'éco-conception. C'était ce que je dis tout le temps, l'éco-conception, et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est à fonctionnalité identique au minimum. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais transiger sur la protection parce que c'est la fonction essentielle du contenu, de la protection du contenu, c'est la fonction essentielle de l'emballage. Donc économiser, oui, mais n'oublions jamais que ce qui coûte beaucoup pour l'environnement, c'est ce qui est à l'intérieur de l'emballage et pas forcément l'emballage. Donc l'emballage, il doit protéger. Et puis, bon, c'est un designer qui vous parle, donc forcément, mais l'emballage, c'est aussi, il y a un petit peu, je veux dire, d'esthétique, un petit peu de glamour dans tout ça, bon, sans délirer. Mais Édouard me disait dans la présentation, oui, on y fait très attention et finalement, on se rend compte que
c'est pas une attente si forte que ça des consommateurs. Alors Édouard et Ulrich, vous en dites quoi? Bah, moi, je pense qu'on revient d'une période où la personnalisation a été, notamment personnalisation de l'unboxing, hein, donc de l'expérience de désemballage par le client, a été un truc qui a été très important, vraiment un élément très important de l'expérience client. Je pense qu'on en revient là. Je pense qu'on en revient parce que la conjoncture économique est un petit peu plus compliquée au niveau des consommateurs. Je pense que les bonnes pratiques essentielles de protection de l'environnement, de minimisation d'impact commencent à circuler dans la société. Et que quand on a une boîte qui est suremballée, un premier, deux, trois emballages de surprotection, plus du papier de soie, plus du plastoc, je pense que les consommateurs se posent quand même de grandes questions quand ils voient ça, quoi. Donc après, ce que je trouve intéressant, ceci dit, c'est que donc, nous, on offre de la personnalisation, mais un peu dans l'esprit de la slide là, qui est présentée, c'est de la personnalisation qui est assez, qui représente bien la marque, tout en Assez restant soft. frugal. Voilà. Et ça, je pense que là, il y a une tendance là-dessus. Donc nous, on fait de la spécialisation de process, le cas échéant pour ça. On spécialise des opérateurs pour que nos marques, la marque de nos clients soit bien représentée. Mais je pense qu'on revient un peu de cette période où l'unboxing était un peu l'alpha et l'oméga de l'expérience client. Je sais pas ce que vous en pensez, Loïc, mais moi, c'est… Oui, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, l'emballage doit aller, je parle à la régie, c'est la slide d'après. Je pense que l'emballage doit coller, doit aller avec son temps en fait. Euh, la question de l'éco-responsabilité est intéressante. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps en fait, où lorsqu'on nous commandait des emballages recyclés, on se plaignait de voir dans la matière papier et carton des petits points, vous savez, tout ce qui témoigne justement du caractère recyclé de la caisse. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait du recyclé, mais on ne voulait pas voir que c'était du recyclé. Maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que les emballages recyclés, réutilisés, doivent se montrer, si je puis dire. Donc, la vision des consommateurs, la vision de nous tous, elle change complètement. Et c'est ce que vous dites, Édouard. En effet, la question, c'est pas de dire il faut du plus d'emballage, ça, c'est pas bien. Il faut du mieux d'emballage, de l'emballage simple, pratique, ergonomique. Et à ce titre, lorsqu'on y adjoint sa marque, lorsqu'on communique un message promotionnel, pour le coup, la perception client, elle est bonne, me semble-t-il. Voilà. C'est vrai on voyait il y a quelques années des vidéos effroyables d'emballage, enfin d'utilisation d'emballage mal conçu avec une gabegie en termes de vide. Bon, on vit à l'ère de la sobriété, on vit à l'ère il y a une prise de conscience générale. Vous parliez de l'été, on en est encore, hein, on n'est toujours pas sorti, il fait toujours une chaleur horrible. Donc, on sent bien que les choses évoluent et l'emballage, il reflète ça parce que l'emballage est dans la vie, en fait. On va aller au dernier slide. Effectivement, tout ça, c'est pas sans machine et sans outils. Et en fait, de bien comprendre que j'ai envie c'est ce j'appelle la personnalisation retardée. Alors, on pourrait appeler ça vraiment de pouvoir faire au plus juste sur le terrain au moment où se présentent où se présentent les objets emballés, d'avoir du matériel qui permet de faire ça au plus juste. Et aussi, c'est ce que vous proposez chez Raja. Oui, c'est-à-dire l'idée, pour faire court, c'est de faire en sorte de produire la juste quantité d'emballage. Ça, c'est très important et c'est aussi une façon d'optimiser sa consommation. Mais ça rejoint l'exemple de Cubine. C'est aussi de faciliter la vie des collaborateurs. C'est-à-dire que l'éco-responsabilité, ça ne doit pas être une tannée, ça doit pas être au contraire, on doit favoriser ça. Par moment, faire travailler une machine, avoir un système qui permet de froisser le papier à la place d'un opérateur, c'est quand même pratique. Ça permet de gagner en productivité. Ça aussi, c'est une façon également de réduire sa facture d'emballage, hein, très clairement. Hein. On parlait de coûts tout à l'heure. Évidemment, on est dans un environnement économique. Il s'agit d'être compétitif et d'être profitable. C'est important. Donc oui, on voulait quand même mentionner ce point. C'est très important. Vous voyez les banderoleuses. Bon, tous nos auditeurs sont au courant, évidemment, mais une banderoleuse, ça permet d'optimiser et de réduire énormément la quantité de plastique ou de film déposé sur une palette, tout en maintenant parfaitement les charges et en évitant la gâche.
Donc voilà, donc c'est là aussi, c'est du pragmatisme. Merci Ulrich. Je regarde les questions qui sont essentiellement, beaucoup de questions sur la partie ACV, notamment est-ce que vous avez fait des comparatifs comme on arrive à la fin, donc je vais répondre aux questions parce que des comparatifs entre des containers plastiques versus des colis carton, est-ce que le carton n'est pas plus impactant que le plastique? Donc, je rappelle qu'au début du webinaire, vous pourrez le revoir, les slides de Cubin a fait un vrai travail là-dessus et que Raja, vous êtes en train de faire ce travail, hein, c'est ça? On est même pas mal avancé. On est certifié ISO 14001, on est EcoVadis Or, donc on se challenge beaucoup. Il y aurait une multitude de choses à dire, mais effectivement, on s'est fixé des objectifs de réduction de consommation d'énergie, d'utilisation de véhicules électriques, etc., etc. Donc beaucoup de choses évidemment. La question de l'ACV est très importante et juste les résultats d'une ACV ne donnent pas forcément les résultats auxquels on s'attend au départ. Les choses sont plus complexes que carton contre plastique, etc. Il y a l'utilisation de l'eau. Enfin, il y a plein. C'est un sujet en ébullition, ça. Effectivement, les ACV, d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le pourquoi et comment. De toute façon, les résultats d'ACV dépendent du scénario que l'on étudie et il suffit de changer 2-3 paramètres du scénario pour avoir une ACV complètement différente. Donc, c'est intéressant de le faire, mais pour en tirer un certain nombre de conclusions. Écoutez, franchement, je vous remercie, Édouard, Ulrich, et puis nos auditeurs. Je vais passer la parole à Guillaume pour qu'il puisse conclure. Merci beaucoup, Fabrice, et surtout Ulrich, Édouard, parce que vous avez réussi à faire passer les messages. C'était très intéressant, très didactique et riche. On pourrait en parler encore pendant des heures et je pense qu'on va organiser des rendez-vous dans de meilleures conditions pour pouvoir échanger à nouveau sur tous ces enjeux de l'emballage logistique. Et ça me permet de faire une transition aussi sur nos prochains rendez-vous qui sont à savoir les rencontres Le Fort Pack Emballage Paris. Donc là, c'est du live, c'est du présentiel. Il y aura moins d'aléatoires, de problèmes sonores. On vous donne rendez-vous donc dans le cadre du salon Paris Retail Week, hein, donc qui est dédié au retail, à la grande distribution et au e-commerce, pour des conférences, justement, sur tout aussi, on parle aussi de logistique et de grande distribution et de tous les enjeux des emballages et de leurs impacts sur l'environnement. Donc, rendez-vous ce mercredi 20 septembre à 17 h à Paris Retail Week, c'est à Paris, porte de Versailles. Et puis, on peut déjà aussi vous donner rendez-vous pour le prochain webinar, le mercredi 6 décembre à 10 h avec notre nouveau partenaire du salon Le Fort Pack Emballage Paris, qui est la World Packaging Organization. Et on aura le plaisir d'y accueillir sa vice-présidente Soha Atala. Un grand merci, Ulrich, Édouard et Fabrice, pour ce webinaire très intéressant. Et rendez-vous très bientôt pour de nouveaux échanges sur l'emballage. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.